Nouvel épisode de La Coupure. Aujourd'hui, invité de marque encore une fois. Je reçois Anthony, fondateur d'une super belle marque BioBurger. Salut Anthony. Salut Aurélien. Eh ben écoute, merci d'être là. Premier exercice de podcast dans ce format-là, en tout cas pour toi, tu m'as dit vidéo, filmé, audio, on a un peu tout. Écoute, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter parce que tu as un parcours avec Louis qui est assez intéressant et nous parler un peu de toi et de commencer à nous parler de BioBurger et comment l'aventure est née. Ouais. Du coup, Anthony, j'ai 37 ans. On a créé BioBurger il y a 13 ans maintenant. Ça fait un petit moment. Sortie d'école de commerce. En fait, on s'est lancé direct après nos études avec Louis. En fait, on a eu l'idée de BioBurger pendant notre école, pendant un cours d'anglais. On avait la dalle, on se retrouvait toujours à aller chez McDo, chez Burger King, enfin pas Burger King, parce qu'ils n'étaient pas encore revenus à l'époque, mais ou chez Quick. Et en fait, lors d'une conversation, un jour, on se demandait où est-ce qu'on allait manger le midi, quoi. Et donc ça se finissait toujours par un fast-food. Par un fast-food. Et encore, à l'époque, il n'y avait personne, quoi. Faut se remettre, c'était il y a 17 ans. La food, l'univers de la food, c'est pas l'univers qu'on connaît aujourd'hui avec énormément de nouvelles marques, etc. Donc ça finissait vraiment toujours chez McDo ou Quick, quoi. Et en fait, on en avait ras le cul de manger dans ces chaînes-là où tu crois que c'est pas cher, mais finalement, à la fin, tu vois ton édition, tu te dis bon, c'est pas si donné que ça. Tu manges, tu te sens pas super bien après, puis t'as vite la dalle parce que ça tient pas forcément au corps. Donc, de fil en aiguille, on se disait, mais c'est pas, comment ça se fait qu'on puisse pas manger un bon burger, quoi, avec des produits de qualité, du vrai fromage, des produits qui tiennent au corps, etc. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mais évidemment, il faut qu'on arrive à créer un truc comme ça. Le côté bio, ça nous est venu tout de suite en tête, parce que quand on parle de qualité, évidemment, il faut penser aux matières premières, et l'agriculture bio, c'est quand même ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Au niveau environnemental, au niveau qualité, au niveau nutritif, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Et puis pour nous, dans notre esprit, c'était le futur. C'est que on connaît tous les problématiques qu'on a aujourd'hui au niveau environnemental, au niveau social, au niveau sociétal. C'était une réponse hyper concrète pour faire bouger les choses. Et donc on a eu le nom qui nous est arrivé direct. On s'est regardé, on a fait BioBurger, quoi. On a douté sur le nom. À un moment où on a eu d'autres propositions de noms, je me rappelle, on avait fait bosser un groupe d'élèves de notre école sur le projet et ils nous avaient balancé d'autres noms, etc. On s'était dit merde, peut-être. Parce qu'au début, en fait, on voulait s'appeler BioBurger, mais on voulait pas faire que des burgers. Okay. Quand on s'est créé, donc évidemment, il y avait une carte à 80% composée de burgers, mais on avait aussi quelques salades, on avait des pâtes. Dégueulasse quand on a ouvert. Et du coup, parce qu'on avait peur en fait de se lancer avec une carte monoproduit. Déjà bio, c'était segmentant, etc. Et en plus monoproduit, donc ça nous faisait flipper. Donc on avait élargi un peu notre volonté d'offre. Et du coup, le nom BioBurger n'était pas forcément opportun. Du coup, on avait beaucoup douté sur le nom. Puis un jour, le frère de Louis, il nous regarde, il fait non mais les gars, c'est mort, c'est BioBurger, ça va s'appeler. Et puis on s'est dit, ok, ça va être BioBurger. Donc voilà un peu l'idée, elle est née en deuxième année d'école. On a commencé à travailler dessus pendant nos études. On voulait arrêter les cours pour se lancer direct. Ah oui, ok. Et parce qu'en fait, on avait regardé sur Internet si l'idée, elle existait. Et en fait, on voyait que non, faire des burgers bio, ça n'existait pas, quoi. Ouais. Cette idée, que ce soit en France ou même dans le monde. Donc on s'est dit, putain, mais non, il faut qu'on y aille maintenant, sinon on va nous prendre l'idée, et dans 4 ans, c'est mort. Et nos parents, ils nous ont mis un gros stop. Okay. Ils nous ont dit, non, c'est mort. Vous allez continuer vos études, et puis on verra si l'idée, elle suit son cours d'ici là, quoi. Et je pense qu'ils ont bien fait, malgré tout, parce qu'il fallait quand même qu'on prenne le temps de prendre de l'expérience. Et donc, nous, ça nous a permis quand même de travailler en parallèle de nos études sur l'idée. Il y a eu des périodes de pause, parce qu'on n'y croyait plus. Enfin, on n'y croyait plus. En fait, on pensait que financièrement, on n'y arriverait jamais, en fait, de créer le truc. On n'avait rien, on n'avait pas d'argent, tout ça. Et ça nous paraissait impossible, puis on reprenait. Enfin, bref, c'était un peu des cycles, des montagnes russes, comme ça. Et à la fin, moi, je me rappelle d'un stage qui m'avait déprimé. Un stage en 3e année, je m'étais retrouvé dans une boîte de cosmétiques et je me faisais chier
comme un rat mort. Et là, je reviens à la rentrée, 4e année, je vais voir Louis, je lui fais, mais mec, faut qu'on se lance. Hein. Je vais pas bosser dans une boîte, c'est mort. Je vais trop me faire chier, quoi. Et donc là, on a bien repris 4e année, 5e année, on a fait tous nos cours sur Bioburger. Tout, on faisait chier la classe avec ça, quoi. Mais on était à fond dessus. Et puis, stage de fin d'année, on a fait notre stage dans notre boîte, quoi. Et go. Donc, tu as monté la boîte, vous l'avez déposée à l'école, du coup. Vous avez créé la boîte, finalement, juridiquement, on va dire, à l'école déjà, du coup. Ouais, exactement. Et à l'époque, nous, on était les premiers à pouvoir faire son stage de fin d'études dans sa propre boîte. Bah ouais. Des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Ils étaient un peu frileux au début. Ils nous disaient non. Puis, enfin voilà, on était tellement déterminés qu'au bout d'un moment, on nous a dit OK. Et donc, ça nous a permis au moins d'avoir 6 mois. Ouais, pour tout travailler, quoi. Ouais. Pour tout travailler, on avait du temps. On s'est lancé avec un pote de cours aussi, qui n'était pas associé à l'époque, mais qui nous a aidés dans l'aventure, Damien. Et du coup, ouais, ça nous a permis de sourcer les produits, de travailler la carte, etc., de travailler les marges, tout ça, quoi. Et de trouver le local, de faire les travaux et de se lancer pile poil à la fin du stage, début juillet 2011. 2011, ouais. C'est ça. Si tu ouais, 13 ans, c'est ça, 2011. Ouais, c'est ça, ouais. Et à Paris, du coup, le premier ? Du coup, à Paris, passage Choiseul. Donc, bel endroit en plus. Enfin, c'est un beau quartier pour se lancer le premier. Ouais. Mais en même temps, c'est en lien avec un peu le bio, burger et tout. Je pense qu'il faut se mettre aussi dans ces quartiers-là, peut-être au début. Ouais, bon, à l'époque, en fait, déjà, c'était trouver un local. Ok. Trouver un local. À des prix qui étaient corrects pour nos petites finances. Avec un loyer qui était correct, etc. Et donc, ouais, passage Choiseul, on n'était ouvert que le midi en semaine et pas le dimanche. Et donc, ça nous a permis de faire nos premiers pas, quoi, dans ce monde de la restauration, moi que je connaissais pas du tout. Louis, pour le coup, avait une expérience chez McDo qui nous a bien été utile. Mais moi, Sur la partie opérationnelle, plutôt l'expérience chez McDo, ça l'a aidé ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Sur la partie opérationnelle, sur les process, sur tout ça, ça nous a ouvert un peu des pistes de réflexion, quoi. Et donc voilà, on a fait nos travaux nous-mêmes. Je me rappelle, moi, j'avais jamais tenu un pinceau, un truc, enfin bref. Et puis on a été aidé par plein de potes qui venaient mettre la main à la pâte parce qu'ils avaient plus de compétences que nous finalement pour faire des trucs. Et voilà, de fil en aiguille, 4 juillet 2013, ouverture. Trop bien. 2011 ou 2013 2011. Pardon, 2011. Trop bien. Et du coup, tu disais un truc au tout début. C'est vrai que si on revient un peu en arrière à cette époque-là, il n'y a pas autant de restaurants, les fast-food priment, on va dire. Et le bio, même si ça commence à rentrer dans la tête des gens, c'est pas encore la culture de manger bio, manger sain, manger bien, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de concepts là-dessus. Vous dites pas qu'il y a une part de risque, justement, de se positionner tout de suite sur le bio, qui est finalement un marché qui est en train de devenir porteur, mais qui n'est pas forcément encore à 100% à l'époque. Ouais, bien sûr. Il y a, de toute façon, dans chaque idée, dans chaque projet, il y a toujours une part de risque. Mais on y croyait parce que voilà, c'est une promesse qui est forte. On a des prix qui sont hyper attractifs. Et en fait, le côté bio, il y en a, ils s'en foutent. Et ils viennent quand même chez nous parce que c'est bon, parce que c'est rapide, parce que l'accueil est top et les prix sont accessibles. Mais en fait, le côté bio, c'est un plus. Et ils disent, ah ouais, mais en fait, le bio, c'est pas forcément l'image que j'en avais. Et nous, c'est aussi l'idée derrière Bioburger, c'est comment on arrive à changer l'image de la bio. Parce que c'est pas que cette image qu'on a de graines de carottes, je suis hyper d'accord avec ça. De trucs. Et non, en fait, c'est juste une manière agricole de mieux faire les choses. Mais en fait, ça va être les mêmes ingrédients que dans le conventionnel, quoi. Et nous, c'était vraiment l'idée, c'était ça, c'était de réussir à changer cette image. Après, il y a des gens qui ne rentrent pas chez nous parce qu'il y a ce côté bio qui peut faire peur, qui peut être un frein pour certains, mais d'autres qui viennent chez nous parce qu'il y a ça aussi. Donc c'est un équilibre. On ne peut jamais cibler tout le monde, c'est impossible. Et voilà, mais oui, il y avait une part de risque. Mais en fait, la part de risque, a posteriori, elle n'était pas tant sur ce côté bio qui peut faire peur, etc.
La part de risque, elle était plus que... il n'y avait pas d'offre. Enfin, en termes de sourcing, c'était un enfer. Et aujourd'hui, on a encore des complications. Malgré que ça évolue, etc., il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire par rapport au conventionnel, parce qu'en fait, il n'y a pas l'offre sur le marché qui nous permet de se dire, tiens, on va sortir ce produit demain, parce qu'en fait, il n'y a rien. Et en fait, le risque, il était plus là-dessus, où on s'est retrouvé on a été confronté à des difficultés assez chiantes, en fait, qu'on n'avait pas du tout estimées. Mais tu veux dire que c'est quoi, par exemple, des produits comme la viande, le fromage ou quoi, où en fait, il n'y a pas d'agriculture biologique? Des trucs très cons. Nous, on fait nos frites maison, et les premiers, la pomme de terre, souvent on la récolte en septembre, on la stocke dans des grands frigos, et généralement, elles tiennent jusqu'à mai-juin. Et après, il y a une transition l'été, où il faut généralement travailler avec des toutes nouvelles récoltes qui sont sorties en juin, quoi. Et en fait, là, on avait 0 sourcing qui nous permettait d'avoir une pomme de terre fritable, d'un bon calibre, d'un bon goût, etc. On se retrouvait avec des mini patates où on ne pouvait rien faire avec, qui n'étaient pas bonnes. Et on se disait, mais c'est pas possible. Je veux juste avoir une pomme de terre. Ouais. C'est quand même la base, quoi. Et des difficultés comme ça, il y en a eu sur tout un tas de produits. Je prends la sauce barbecue, des trucs, paraissent évidents. En fait, il n'y avait pas. La glace, les nappages pour la glace, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'offre parce qu'en fait, on était précurseurs sur un marché. Autant la bio, on la connaît dans la GMS, etc., où il y a des produits qui sont spéciaux pour la GMS, mais pour la restauration, il y avait tout à faire. Parce que là, tu parles de sauce et tout, c'est-à-dire que vous allez sur le bio, sur tout. Absolument tous les produits de la carte, en gros. Tout. Notre promesse, c'est vraiment du 100% bio. On ne veut pas que les clients se sentent floués et que notre promesse soit incomprise. On s'est dit, il faut y aller à 100%. Et quitte à prendre des décisions qui peuvent être très, très, très difficiles pour le client. Typiquement, je prends le Coca. Combien de fois, surtout au début, les premiers clients, ils venaient, ils faisaient je veux un bacon cheese, une frite et un Coca. On se retrouvait à sortir toujours le même discours. Non, on est 100% bio, on n'a pas de Coca, on a nos boissons, citronnade, limonade, des iced tea, etc. Et il y en a, ils partaient parce qu'on n'avait pas de Coca. De ça. Okay. Et là, tu te dis, Il faut tenir, il faut aller vraiment au bout de son idée, parce que tu te dis, c'est arrivé une fois, ok, mais si tu as effectivement plusieurs clients qui partent à cause de ça, arrive. Vous devez vous remettre en question en vous disant, mais tiens, est-ce qu'on mettrait quand même pas du Coca à la carte? Il y a ça, j'ai pris, discuter de la pomme de terre, de la qualité, on se disait, mais en fait, cette promesse, elle est trop compliquée à tenir, parce qu'on se met trop de barrières, quoi. C'est déjà la restauration, c'est un métier qui est, c'est difficile. Et en plus de ça, nous, on se met un sourcing de l'enfer. De l'enfer. Ouais, non, mais franchement, c'est ça. De l'enfer. Et puis, derrière, on a des clients qui se barrent parce qu'on n'a pas de Coca, quoi. Et on se dit, merde, pourquoi on fait ça? Mais voilà, après, c'est nos convictions, c'est notre promesse, c'est nos valeurs. Et j'ai envie de dire, c'est aussi notre raison de se lever le matin. Dans les périodes compliquées, parce que la vie d'entrepreneur, c'est des hauts, c'est des bas, tout n'est pas linéaire, ça n'existe pas, ça. Sauf dans quelques livres, mais pas dans la vraie vie. Et en fait, nous, ce qui nous est encore levé dans les périodes compliquées, c'est qu'on faisait bien les choses. Et nous, c'est ça. Vraiment notre ADN, nos valeurs. Et notre motivation, c'est de continuer à faire les choses bien, de proposer des bons produits et d'essayer de faire changer les choses, de faire bouger les lignes. Parce qu'on y croit. Et que le monde aujourd'hui agricole tel qu'il est, il n'est pas soutenable en l'état. Donc, il faut faire bouger les choses, quoi. Trop bien. Trop bien. Et justement, donc, malgré quelques clients qui ne viennent pas à cause du Coca ou qui sortent, vous ouvrez le premier. Du coup, est-ce que rapidement, quand même, ça prend? Rapidement, vous avez des clients et vous dites, bon, malgré quelques-uns qui partent à cause de 2-3 détails, vous touchez un truc quand même. Ouais, clairement, les clients, ils ont été au rendez-vous dès le premier jour. Premier jour, je suis encore traumatisé de ce premier jour. J'étais en caisse. Et déjà, c'est pas trop mon truc de faire le côté caisse. Moi, je suis plus côté cuisine. Je le savais pas encore à l'époque. Et du coup, on ouvre 11h45, personne. 11h50, personne.
11h55, on a une coupure d'électricité. Oh là. On se dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on avait un problème de puissance sur le compteur. Une fois qu'on avait allumé toutes les machines, compteur qui nous lâche parce qu'il n'était pas capable de tenir toutes les machines qui étaient allumées. On ne savait pas à l'époque qu'il y avait une puissance sur un compteur, que des machines, ça prenait je ne sais plus de combien de dizaines de kilowattheures. Et bref, ça nous lâche. Et donc là, je ne sais plus comment on éteint une friteuse sur 2 pour trouver un équilibre d'énergie. Et là, à midi, ils arrivent tous. Mais une masse qui arrive, une queue qui se crée. Et là, je fais merde. merde. Et bref, on délivre, enfin on essaie de délivrer. Je me rappelle un moment, je descends midi 30, midi 45, ça avançait plus en cuisine. Ils étaient en train de recouper des frites à l'arrache au couteau. On n'était pas prêts, quoi. Ouais. On n'était pas du tout prêts à se prendre ce rush. Donc, non, les clients étaient vite au rendez-vous. Et puis, surtout, à l'époque, encore une fois, on était tellement novateurs. Parce que sur le marché, il n'y avait pas de nouveaux burgers. Ça faisait 30 ans qu'on vivait avec McDo, Quick et tout. Et là, il y a une nouvelle marque qui arrive. C'était énorme. Enfin, Big Fernand, Blend, Paris-New York, tout ça, ça n'existait pas. On arrivait 6 mois avant toute cette vague. C'est ça. J'ai fait PNY et PNY, ils sont arrivés en 2012. Et Big Fernand, ça devait être pas loin de votre année? Ouais, ils sont arrivés 6 mois après. Ah, ok. 6 mois après, ça devait être fin 2011, quoi. Donc on était vraiment totalement avant toute la vague qui arrivait, le camion qui fume et tout. Donc il y avait vraiment une attente client qui était hyper forte. Donc les clients directs. Et ça, c'est quand même hyper cool, même si t'en chies, t'as c'est trop bien. Direct. Ouais, c'est clair. Ça te permet, c'est la motivation pour te lever le matin et te dire finalement que votre idée de l'école, ça se concrétise en fait, et il y a vraiment des gens qui y croient un peu comme vous en fait finalement et qui attendent une offre comme ça. Donc c'est cool. Carrément. Donc là, j'ai envie de dire, on se fait nos armes sur le terrain parce que on n'est pas du tout des restaurateurs. Donc, on apprend le métier pendant quelques mois, etc. Et puis, on se dit, c'est cool. La clientèle, elle est là. Faut qu'on ouvre un deuxième. Et donc là, on avance sur la création du deuxième. On ouvre en 2013. Ouais, c'est ça, quasiment 2 ans après. Un restaurant plus grand, 7/7, rue de la Victoire, dans le 9e. Et là, c'était le début des emmerdes. Ah ouais. Vraiment, quoi. Moi, je dis pas qu'on n'a pas eu d'emmerde avant, évidemment, on en a eu. Mais là, en fait, on a été confronté à un problème de business model où, au début, le premier resto, on l'ouvrait un peu tout seul avec Louis. On avait évidemment 2-3 personnes qui bossaient avec nous. Mais en termes RH, en fait, ça ne nous coûtait pas grand-chose parce qu'on faisait 80% du boulot dans le resto, quoi. On faisait vraiment tout. Et juste parenthèse, du coup, vous êtes resté 2 ans ouvert que le midi? Parce qu'au début, tu as dit que c'était que le midi. Ouais, vous avez gardé parce qu'en fait, le passage... Enfin, ça a été contraint, c'est que le passage Choiseul était fermé le soir et le dimanche. Donc, il n'y avait pas d'intérêt, bien sûr. Donc, on ne pouvait rien faire. C'était fermé, les grilles étaient fermées, les clients ne pouvaient plus rentrer. Alors que sur le deuxième, du coup, vous changez aussi ce truc-là, du coup, en 7/7, midi et soir. Exact. Enfin, le 7/7, on l'a pas commencé dès le début, on faisait du lundi au samedi. Le dimanche, on l'a ouvert un peu plus tard. Mais là, gros problème, parce qu'on a dû se staffer, évidemment. On était plus surhumain pour s'occuper de 2 restos et de tout faire. Et on a été confronté au coût des RH et on s'est dit, c'était pas ce qu'on avait prévu, quoi. Et donc, gros problème de business model parce qu'on avait des RH qui étaient trop élevés, un problème de marge. On essayait vraiment à l'époque, notre menu il était à 10 balles sur du 100% bio et tout. Enfin, c'était chaud. C'est ouf, ouais. Et qu'on n'avait pas de volume, donc on ne pouvait pas faire des achats en gros, quoi. Et donc, gros problème de business model. Et là, on se dit, c'est pas possible, quoi. On se fait déchirer tous les jours, mais il n'y a pas de rentabilité. Donc là, on prend du temps à décortiquer toute la chaîne de valeur et à se dire comment on arrive à optimiser tout ça pour trouver un équilibre économique qui est intéressant.
tout en gardant des prix hyper attractifs, parce que nous, vraiment, l'idée, c'est quand même ça, hein, c'est de rendre la bio attractive et accessible au plus grand nombre. Évidemment, on ne pourra jamais se battre sur les prix de McDo, etc., c'est impossible, mais être plus compétitif que tous les burgers gourmets qui se sont créés. C'était vraiment ça l'idée, c'est qu'on était toujours 20-30% moins cher que toutes les autres marques. On y reviendra à ça, mais je trouve ça assez impressionnant, justement, ce truc-là, parce que vous l'avez quand même maintenu dans le temps. Hein. Même encore aujourd'hui, en 2024, avec et l'inflation et la concurrence et tout, quand on regarde le prix de vos menus ou même le prix des burgers ou quoi, c'est rare de trouver déjà, même sans parler de bio ou quoi, des burgers à ce prix-là ou des menus à ce prix-là. Et en plus de ça, vous êtes sur une promesse bio, donc normalement c'est plus cher, et on s'y retrouve financièrement. Mais on en reparlera après, parce que je trouve que c'est assez fort, ça. Ouais, on pourra y revenir carrément. Et du coup, bah voilà, on a fait le dos rond et on a essayé de trouver des manières de consolider notre business model et aussi d'améliorer notre produit. Parce que nous, au début, on a ouvert déjà de réussir à monter une offre 100% bio, c'était déjà OK. Sans parler de goût, quoi. Nous, c'était déjà une prouesse de dingue. Et on a été challengé de ouf par Big Fernand, par Paris-New York, qui arrivait avec une qualité clairement au-dessus de la nôtre. Et là, on s'est dit, OK, il faut aussi qu'on bosse la qualité du produit. Donc, il fallait quasiment tout refaire, quoi. Et donc là, on a pris 4 ans, quasiment, pour vraiment réfléchir à toute cette chaîne de valeur, mieux acheter, à trouver une meilleure qualité, à revoir nos recettes, à mettre des process en place pour que les choses soient beaucoup plus carrées en cuisine. Parce qu'au début, c'était un bordel sans nom, quoi. Et on avait une qualité qui était hyper variable. Parce que le travail qu'on demandait à nos équipes était trop compliqué. Et ça, on a mis du temps à s'en rendre compte, c'était trop galère, quoi. Donc il a fallu processer et vraiment se dire que ça devient un métier facile, même si c'est un métier qui est compliqué, mais le rendre le plus simple possible et où il y a moins de questions à se poser pour délivrer une qualité qui est la plus constante possible, 7 sur 7, etc. Donc 4 ans. 4 ans de boulot. À partir de 2013, du coup. C'est vraiment le deuxième qui a remis pas mal de choses en question, quoi. Ouais. Ça a tout remis à zéro, quoi. Et là, on a pris 4 ans pour trouver la bonne formule avant de repartir sur un développement, en fait. Donc, pas d'ouverture pendant 4 ans. Non. Et souvent, alors, il y a deux choses là-dessus. Quand tu as dit, souvent, ce que j'entends, c'est que le deuxième peut mettre en danger le premier. C'est pas parce que le premier marche très bien. Et c'est un peu ce que tu expliques. C'est que le deuxième, s'il marche moins bien ou qu'effectivement, tu es moins dans tes coûts, en fait, ça peut tuer tout, en fait, ce que tu as déjà commencé à construire. Et le deuxième truc que tu disais, je l'ai vu dans des podcasts et tout, c'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs comme toi qui, au début, en fait, par exemple, sur les burgers, ils me disaient, on faisait pas gaffe à mettre exactement le même poids du même steak à chaque fois. Et en fait, tu sais, des fois, c'est 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Et en fait, quand tu lisses sur l'année, en fait, tu te dis, mais en gros, j'ai perdu X milliers d'euros. Est-ce que c'est ça dont tu parles dans des process que justement vous avez aussi, mesuré, en gros, toute la production? Ouais, bien sûr. Ça en fait partie. Ça en fait partie, évidemment, de calibrer. Et en fait, j'ai envie de dire, le calibrage, il y a 2 bonnes raisons. C'est évidemment de garder un équilibre économique qui est important, mais aussi d'avoir un équilibre de recettes. C'est que d'un jour à l'autre, tu peux pas avoir, 30 grammes de sauce un jour A et 15 grammes de sauce un jour B. Parce que tout ton équilibre du produit est remis à zéro, quoi. Et donc, en fait, ça avait vraiment 2 intérêts, quoi, économiques et gustatifs. Donc, ça fait partie, évidemment, des process, mais il y a aussi tout ce qui est rapidité de service. Pour essayer de lisser les rushs. Et tu as 1h15, souvent le midi, pour servir un maximum de clients. Parfois, ça peut... la Défense, aujourd'hui, on arrive à 80-90 clients sur un quart d'heure. C'est énorme. Et là, il faut réussir à délivrer tout ça, et tout en gardant la même qualité. Et donc, il a fallu travailler sur ces process pour faire en sorte que ça soit facile pour les équipes de pouvoir délivrer une quantité de burgers qui est parfois pas mal, quoi. Trop bien. Et du coup, donc vous faites ces 4 ans de process. Vous arrivez avec, j'imagine, une formule qui commence à bien marcher.
de 2017 à 2024, est-ce que tu peux nous faire un peu du coup là, la chronologie? Parce que nous, on s'est rencontrés il y a 4 ans. À l'époque, il y en avait 8-9. Donc, ça veut dire que déjà, de 2017 à 2021, vous en avez ouvert presque 1,5 à 2 par an. Est-ce que tu peux nous dire après un peu comment ça s'est passé pour vous? Ouais, la chronologie, c'est... en gros, en fait, tout à l'heure, j'ai dit de 2013 à 2017, c'était les process. C'est même un peu différent. C'est de 2013 à 2016, peaufinage du business model. Et une fois qu'on est arrivé à quelque chose de cool, on s'est dit, OK, maintenant, comment on fait pour dupliquer parce qu'on a passé du temps, il faut essayer de valoriser un peu ce travail, quoi. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on travaille sur la franchise. Et bon, c'est un secret pour aucun des restaurateurs. C'est quand même un beau moyen de valoriser le savoir-faire, quoi. Et là, on a repris un an pour travailler sur le modèle de franchise et d'écrire tous nos process dans une énorme bible opérationnelle pour que tout soit écrit. Comment tu gères tes stocks, comment tu gères tes RH, comment tu gères ton opérationnel, etc. Donc, on a pris du temps pour créer cette bible opératoire. Et là, après, on s'est dit, OK, on se lance. Et donc, en 2017, on a ouvert notre première franchise avec Romain, qui était salarié chez nous. Je vois souvent sur LinkedIn Romain. Je pense qu'il en a plusieurs peut-être maintenant. Il en a 2. Ok. Et donc, il travaillait chez nous en interne. Il gérait Choiseul, puis il gérait Victoire, et puis les deux en même temps. Okay. Donc, en fait, on a grandi clairement ensemble. Romain, il est arrivé 1 an après l'ouverture dans l'aventure avec nous. Il a mis plein de choses en place. C'était trop bien, quoi. Il nous avait eu un article dans le 20 minutes qui nous avait fait décoller à l'époque. Et donc, pour nous, c'était le meilleur chemin possible d'ouvrir une première franchise avec quelqu'un en interne qui avait soif d'entreprendre depuis longtemps. Parce qu'on le savait, hein, quand il est venu travailler chez nous, il avait déjà idée d'ouvrir son concept, etc. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a réussi à monter son restaurant ensemble en franchise, donc à Montorgueil. Et voilà, nous, ça nous a mis le pied à l'étrier. Et après, j'ai envie de dire, ça a continué à croître, que ce soit en succursale ou en franchise. Okay. Il y a eu des levées de fonds qui nous ont aidés aussi à avoir des fonds propres pour ouvrir. Parce que c'est quand même très capitalistique comme métier, les fonds de commerce, etc. Et puis on est une marque, donc il faut investir, évidemment, Nous, on a beaucoup investi dans de l'IT. Justement, on parlait de process, etc. Donc c'est des choses qu'on a investies. Je prends l'exemple des bornes. On a mis 100 000 € dans le parcours des bornes pour qu'ils soient hyper chiadés, hyper rapides, et que les clients ils perdent le moins de temps possible quand ils passent leur commande. Parce que nous, on a toujours ce truc-là faut que ça avance, quoi. Faut que ça avance, faut que ça soit simple, faut que ça soit ludique, intuitif pour tout le monde. Donc voilà. Et puis 2017-2024, une croissance pas exponentielle, parce qu'en fait, on a quand même un rythme de croisière qui est un peu le même chaque année, où on est entre plus 30% et plus 60% dans les années les plus fastes. Et voilà, c'est une croissance linéaire, si je puis dire, mais toujours à 2 chiffres. Et ça nous va bien. Ça nous va bien parce qu'il faut quand même la maîtriser, cette croissance. On est dans un métier qui est... Voilà, je le disais tout à l'heure, c'est 7/7, de 11h à 2h pour certains restos. Et faut maîtriser la qualité. Il y a énormément d'humains derrière, etc. Donc, former, reproduire toujours la même chose, il faut du temps. Il faut capitaliser sur l'humain, il faut investir dedans pour former et réussir à avoir une qualité qui est la plus constante possible, parce que c'est la clé. Si on se retrouve dans un resto et dans un autre et qui ne propose pas la même chose, ça ne marche pas sur le long terme. Ouais. Donc nous, on a voulu toujours maîtriser ce truc, parce que pour nous, c'est le risque le plus important dans une franchise, c'est de ne pas tenir la qualité. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir une croissance soutenue, mais maîtrisée. Ouais, carrément. Au maximum. Et aujourd'hui, c'est 26 points de vente, c'est ça? 27. 27, on a ouvert le 27e jeudi dernier à Orléans. Ah oui, ok. Orléans, ok. Parce que c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Alors tu vas me dire si je me trompe, mais du coup, vous avez une dizaine à Paris. Je crois qu'il y en a 12 à Paris, intramuros. Et après, le reste, vous avez ouvert, du coup, tu vas nous en parler, mais je pense que c'est un autre challenge dans le challenge, parce que quand tu ouvres et que tu es hors Paris,
du coup, c'est entre guillemets un nouveau marché, une nouvelle population, et puis vous êtes plus en direct aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment vous gérez tout ça? Alors, on n'est plus en direct, oui et non, parce qu'on a des villes où on est en succursale. Ok. Et il y a des villes où c'est en franchise. En fait, Ok. c'est un mélange, même sur Paris, c'est un mélange. Mm. Donc j'ai envie de dire, c'est une organisation, quoi. On a des personnes qui s'occupent de l'opérationnel, on a réparti les régions, en grosso modo, quoi, pour suivre l'opérationnel un peu au quotidien. Puis en fait, j'ai parlé d'IT tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, on a plein d'outils quand même pour suivre un peu à distance ce qui se passe dans les restos. Et aujourd'hui, on a quand même la chance aussi, en 2024, depuis quelques temps maintenant, d'avoir Internet, d'avoir les avis sur les réseaux. En fait, les avis, ça te donne vachement une image de ce que se passe au quotidien dans les restos, quoi. Alors, c'est pas la vérité parfaite, mais ça te donne une tendance de comment est géré tes restos, quoi. Et nous, on regarde quotidiennement ce qui se passe pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a un bug ou pas, pour suivre aussi à distance ce qui se passe dans les restos. Mais on se balade beaucoup, surtout la team OP, dans les restos pour suivre tout ça au quotidien. Trop bien. Et s'assurer de la bonne qualité, quoi. Et pour revenir un petit peu à ce que tu as dit, pendant les 3-4 ans où vous avez un peu processé le business model et tout, tu parlais de la Bible que vous avez créée. Est-ce que c'est souvent une question que les restaurateurs des fois se posent ou pas? Est-ce que vous êtes entouré de quelqu'un spécialiste dans le développement en franchise, ou est-ce que vous avez appris un peu tout seul sur le tas et fait par rapport à vous, votre expérience? Alors, on ne s'est pas entouré, hormis sur le côté juridique, parce que c'est important de maîtriser ce point. Mais pour le reste, non, c'est vraiment de l'instinct, du feeling, et faire un peu comme on le sent. Et en fait, ça, c'est un point qui est hyper important, je trouve. C'est peu importe, en fait, les métiers. Souvent, on se dit, il faut qu'on se fasse entourer. Mais il faut jamais oublier l'instinct de l'entrepreneur. Enfin, si on y allait, c'est que on maîtrisait rien et on apprend au fur et à mesure. Et en fait, parfois, il faut laisser faire cet instinct-là, quitte à faire des erreurs, mais c'est pas grave. Parce que, je sais pas, moi, il y a un truc dans l'accompagnement et tout. Parfois, j'ai l'impression que ça atteint l'ADN de la boîte. Même si les conseils, etc., peuvent être très pertinents, hein, c'est possible. Mais il ne faut pas que ça soit en frontal par rapport aux ADN de la boîte, de l'instinct de l'entrepreneur. Parce que si tu perds ce truc, l'âme de la boîte, elle meurt, quoi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Je pense qu'il faut vraiment se laisser libre cours là-dessus, quitte à faire des erreurs. Moi, je suis plus, en fait, sur l'accompagnement, moi, je recommande davantage les livres, les podcasts, etc., où tu vas te nourrir d'histoires, d'expériences. Et après, toi, tu vas faire ta propre histoire là-dedans. Tu vas prendre des petits morceaux, tu dis « Ah, ça me plaît, ça me plaît pas, etc. » Que d'avoir quelqu'un qui vient vraiment c'est un seul avis, une seule personne, et c'est trop peu, en fait. Donc, moi, je suis plutôt là-dessus. Moi, j'adore lire énormément. Les podcasts un peu plus aujourd'hui, même si je suis moins audio, je suis plus visuel avec l'écriture. Mais je suis plus en fait dans ce mood-là où de prendre de l'expérience à droite à gauche et d'en faire sa propre histoire. Trop bien. Non, mais c'est très cool justement comme conseil, parce que c'est vrai que tu entends plein d'histoires de gens qui ont essayé de se développer en franchise, qui ont réussi, moins réussi. Là, j'ai l'impression que parfois l'accompagnement peut aider justement là-dessus, et c'est ce que tu dis aussi, mais du coup je voulais avoir toi, effectivement, ton avis là-dessus. Et il y avait autre chose aussi sur le développement en franchise, même si vous êtes aussi en succursale, mais t'en parlais au tout début, le sourcing était difficile pour vous, c'est des choses que vous n'aviez pas anticipées. Maintenant que tu as 27 restaurants, j'imagine que du coup, il faut gérer et le sourcing qui doit être maintenant quand même bien mieux maîtrisé, mais aussi du coup le déploiement national. Comment vous gérez ça, en gros, tout simplement, parce que, encore une fois, on est sur une agriculture biologique qui s'est développée, mais c'est pas non plus la norme partout, quoi, j'imagine. C'est clairement pas la norme. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 3% de l'agriculture aujourd'hui en France. Enfin, ça reste marginal.
Et pour la restauration, c'est encore plus faible, quoi. Et oui, du coup, pour répondre à ta question, donc en fait, dans le processus de franchise en 2016-2017, il y avait cette question-là de comment on gère la logistique pour que ça soit facile pour tous les restos du réseau. Donc là, on a travaillé sur une centrale d'achat qui est basée à Rungis. Nous, en fait, on s'occupe de commander auprès de tous nos fournisseurs, parce qu'on travaille avec les fournisseurs en direct. On ne travaille pas avec des centrales d'achat déportées. On travaille avec eux en direct, on les connaît tous, on les rencontre tous. D'ailleurs, on a pas mal de vidéos de nos rencontres avec eux sur notre site internet. On les a pas tous, il faut qu'on avance. Mais on en a quelques-unes, parce qu'on a toujours eu cette volonté de travailler main dans la main avec nos producteurs, savoir ce qui se passe, etc., et de nouer des relations durables avec eux. Donc, on a créé cette centrale d'achat à Rungis qui centralise toutes nos matières premières et qui, elle, dispatche après dans les 27 restos du réseau. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est organisé. Et peut-être que dans un futur moyen-long terme, on en ouvre une deuxième quand on aura un peu plus de restos, parce que là, c'est parisien. Du coup, c'est sûr que quand on livre à Montpellier, par exemple, ça fait quand même de la distance. Donc, à terme, on aimerait bien en ouvrir une un peu plus dans le milieu sud de la France. Mais voilà, faut qu'on augmente un peu encore le nombre de restos. Mais du coup, c'est moins, mais c'est encore quand même un sujet, même chez vous, pour votre croissance, parce que est-ce que du coup, c'est déjà prévu pour vous de vous dire que si demain vous en avez, 50, en fait, ce côté justement de sourcing bio, etc., pour redevenir une problématique, aujourd'hui, quand même, vous êtes hyper bien sécurisé, cadré là-dessus, et vous savez que peu importe la croissance, ça devrait suivre derrière. Ouais, parce que ça reste quand même une croissance toujours pareil, maîtrisée. Et nous, cette croissance, on la partage beaucoup avec nos fournisseurs pour connaître leurs limites et avoir le temps d'anticiper. Je prends l'exemple d'un de nos fromages, le Gouda. On travaillait avec une ferme en Mayenne, Arc-en-Ciel. Et c'est un couple d'Hollandais qui était venu s'installer en France pour faire du Gouda. Et donc, nous, on travaillait en direct avec eux. Et un jour, on lui expose un peu nos ambitions. Mmh. Et elle me dit, mais moi, je tiendrai pas, quoi. Je pourrais pas suivre votre cadence. Et en fait, en discutant avec elle travaillait avec une coopérative locale, etc. Et en fait, elle a réussi à transmettre son savoir-faire à cette coopérative qui, elle, avait beaucoup plus de moyens et qui était capable de suivre derrière. Mais en fait, c'est pour ça que c'est important pour nous de créer cette proximité avec nos fournisseurs pour échanger un maximum et prendre le temps de voir si ça va tenir ou pas. Et si ça ne tient pas, de trouver d'autres solutions pour s'étendre convenablement. Donc ça, on l'a toujours anticipé, en fait, parce qu'on savait que ça pouvait être une problématique. Mais vu qu'on prend tout le truc un peu en amont, on n'a jamais eu de blocage de « Ah non, on ne peut plus suivre, quoi ». Mais c'est ça que je trouve qui est assez fort dans tout ce que tu dis, c'est que souvent dans les développements franchises, tu vois que les restaurants, ils veulent aller vite, etc. Et je trouve que vous avez vite pris le temps, entre guillemets, avant de vous lancer, tu vois, quand même, quand tu parles de ces 4 ans, justement, de tout cadrer, tout processer. Et je pense que ça, c'est un vrai truc qu'il faut suivre, de bien prendre le temps avant de se lancer, pour justement être sûr que derrière, ça va bien délivrer dans tous les restaurants que vous avez, quoi. Et ça me permet de faire la transition sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur la partie plus prix. Là, dans la tête des gens, en tout cas dans la mienne, le bio, c'est souvent plus cher. Donc, t'as envie de te dire que même si tu fais du volume, tu vas quand même te sourcer tes produits, ton coût d'achat va être plus élevé. Et donc, l'impact sur le client final va forcément être un peu plus cher. La question est simple, c'est comment, du coup, vous arrivez à faire du bio et en même temps, du coup, proposer un prix de vente. Je regardais tout à l'heure sur votre site, et je crois qu'il y a un menu à 8,90, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un petit menu. C'est un petit menu, mais quand même, tu vois, de proposer déjà un menu à 8,90. Comment vous arrivez à maintenir, du coup, ce panier assez bas pour le client final ? En fait, ça remonte à tout ce travail qui a été fait entre 2013 et 2016. Vraiment travailler sur toute la chaîne de valeur et optimiser partout. Vraiment essayer d'optimiser partout et d'avoir un partage de la valeur la plus juste possible. Et on fait moins de marge aussi que la concurrence. Alors peut-être
pas par rapport aux acteurs de burgers gourmets qu'on connaît. Moi, je connais pas leur marge, mais peut-être pas. Mais par rapport à McDo, Burger King, ça n'a rien à voir, quoi. On fait 7, 8 points de marge le moins que ces grands acteurs. Mais ça, c'est quelque chose qui est voulu. Parce que les fournisseurs doivent être bien payés. On a vu la crise paysanne qu'on a eue avant l'été, etc. Il y a une vraie détresse chez les agriculteurs en France, parce que les mecs bossent comme des dingues pour nous nourrir. Enfin, c'est quand même bien sûr. le truc le plus essentiel au monde. Demain, il n'y a plus de bouffe. Il pourrait y avoir tout l'argent du monde sur les comptes en banque, que tu survis pas, quoi. Et donc pour nous, c'est très important qu'il soit justement rémunéré par rapport au travail fourni. Donc on fait moins de marge. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est voulu. Et après, c'est vraiment le travail sur toute la chaîne de valeur qui fait que nos process et le travail sur les produits, on a créé notre propre gamme de boissons, etc., où ça nous permet de, mine de rien, même si on fait pas de coca, d'avoir des prix où il n'y a pas une marque derrière. On n'est pas obligé de payer une marque, quoi. Et en fait, c'est ces petites innovations-là qui font qu'on arrive, malgré tout, à avoir une marge qui est correcte pour vivre et qui nous permet d'avoir des prix affichés qui sont intéressants. Et puis, à la centrale d'achat aussi, ça nous permet quand même d'acheter... Bien sûr, en gros etc. Ok. Donc voilà un peu. Non, mais trop bien. Le chemin pour en arriver là, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est quand même, tu vois, comme tu l'as dit, tu vois, dans la concurrence qu'on connaît à Paris sur les burgers gourmets, c'est rentré dans la tête des gens et c'est normal de payer plus cher. Bon, des fois, tu vois des prix de burger où tu dis, c'est vrai qu'on se rend même plus compte, mais tu arrives à des stades où c'est assez élevé. Et vous, je trouve que vous avez réussi à maintenir justement ce prix assez bas. Et tu parlais d'un autre truc tout à l'heure. Vous avez levé des fonds fin 2023, si je dis pas. Enfin, en tout cas, j'ai vu un article qui parlait plutôt de fin 2023. T'en as parlé, donc du coup, j'imagine que c'était pour ouvrir, vous, des restaurants propres de votre côté et assurer la croissance. Et j'imagine aussi, et tu me le diras, mais c'est aussi pour embaucher en interne plutôt au siège. Et il y a une question qui m'intéresse là-dedans, c'est sur quelle partie RH vous avez décidé d'investir justement pour assurer cette croissance ? J'ai envie de dire un peu partout, mais surtout dans l'opérationnel. Parce que c'est notre marque de fabrique, c'est notre ADN depuis toujours, d'assurer une qualité, une constance, une qualité, une rapidité. Donc ça, pour nous, c'est très important. Dans le support aussi, développement, donc d'avoir une équipe qui accompagne les porteurs de projets pour trouver et ouvrir les restos. Donc ça, c'est hyper chronophage, quoi. C'est... Souvent, un projet, c'est entre 12 et 24 mois. Entre le moment où on se dit on va ouvrir dans telle ville et l'ouverture du resto, parce que chercher le local, ça prend une éternité. Les travaux, ça peut être aussi quelque chose d'assez complexe. Donc ça, c'est important aussi d'investir là-dedans pour ouvrir bien les restos. On a investi dans le marketing et puis on a investi aussi, comme je disais tout à l'heure, dans l'IT, etc. pour consolider les process, etc. C'est un peu partout. Là où on a certainement le moins investi par rapport à d'autres marques, c'est dans la com et le market. Ouais. Ça n'a jamais été notre ADN avec Louis, quoi. On sortait d'école, on se disait mais le market et la com, ça sert à rien, quoi. Tant que tu arrives à délivrer un bon produit, c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Donc on s'y met un peu, mais c'est pas quelque chose où on a investi massivement. Je prends l'exemple d'un McDo, ils investissent entre 7 et 10% de leur chiffre d'affaires dans la com chaque année. C'est énorme. Nous, on doit être à 10%, quoi. Et donc, il y a du chemin encore par rapport à ces grosses boîtes. Mais j'ai envie de dire, c'est des chantiers pour demain et pour l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus pour notre futur. Ouais. Mais j'ai envie de te dire que toi, ton marketing, finalement, c'est juste le nom. En fait, déjà, au départ, comme tu as dit au début, quand tu arrives en 2011, tu t'appelles BioBurger. En fait, c'est déjà du marketing parce que du coup, ça n'existe pas, en fait, tu vois. Et je pense que même encore aujourd'hui, tu vois, des fois, il y a des gens, ils doivent passer devant chez vous et se dire qu'est-ce que c'est BioBurger ? Parce que quand on parlait au tout début,
en fait, je me faisais la réflexion et je me disais, peut-être je connais pas tous les chaînes et les restos, mais encore en 2024, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient vraiment sur votre positionnement, en vrai. Il y en a un qui est basé plutôt dans la région de Thonon-les-Bains, enfin, autour du lac Léman, là, qui s'appelle Green to Green, et qui est assez, qui s'est mis sur notre positionnement 100% bio, etc. Après, on a quand même des différenciations où on travaille avec du 100% frais aussi. Enfin, ça, je l'ai pas dit, mais il y a 0 surgelé chez BioBurger, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'enseignes. Mais oui, on reste quasiment tout seul. Ça, c'est clair. Mais c'est fou quand même. C'est fou quand même en 2024 de se dire que tu vois. Mais je pense que parce que c'est un truc que tu dis depuis le début, mais je suis assez d'accord. Je pense que ça fait peur aux gens en fait. Je pense. En fait, il y a cette. Ou une crainte plutôt. Il y a vraiment cette barrière du sourcing à l'entrée qui est énorme. Ça, on s'en rendait. Ouais, quand c'est lancé, on s'en rendait pas compte. On était naïfs et tout. Et tant mieux. Sinon, peut-être qu'on l'aurait jamais fait, quoi. Mais ouais, c'est une barrière qui est énorme. Moi, je me rappelle, j'ai discuté avec d'autres restaurateurs qui m'avaient dit qu'ils avaient essayé, tu vois, pas forcément de faire du 100%, mais au moins de faire rentrer certaines matières premières en bio. On dit, mais putain, c'est la galère, quoi. C'est la galère. Et on peut prendre l'exemple aussi de... Mince, comment ça s'appelait ? Il y a Big Mama qui avait ouvert un concept de burger. Et j'ai plus le nom en tête, mais ils avaient ouvert là, dans leur grand complexe, là, la station F. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle non plus. Félicita. Ouais, c'est ça. C'est la Félicita. Félicita. Et bref, ils avaient ouvert un truc de burger 100% bio. Et ça a tenu, je sais plus, leur promesse a tenu 1 an, un truc comme ça, avant qu'ils sortent complètement de leur promesse, parce qu'ils n'y arrivaient pas au niveau sourcing. Et ouais, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que si t'as pas la volonté vraiment au début de faire les choses différemment, que si tu le fais que pour le business pur, en fait, t'abandonnes. Ça sert à quoi de se faire autant violence juste pour du business? Il faut être intimement convaincu de ce qu'on fait, que c'est la bonne voie à prendre pour la société. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu arrives à tenir cette promesse. Mais ouais, je pense que c'est ça qui fait que c'est compliqué de se lancer pour d'autres restaurateurs sur le 100% bio. Trop bien. J'ai une question un peu plus philosophique, mais non, mais en vrai, c'est plus toi personnellement, mais ça fait quand même 13 ans du coup que tu bosses dans la restauration. Tu as une croissance, même si elle est maîtrisée, qui est quand même pas mal, parce qu'en 13 ans, ça fait 2 restos par an, donc tout le monde n'ouvre pas 2 restos par an. C'est quoi ton plus gros apprentissage justement sur ces 13 ans qui aujourd'hui pourrait servir, tu vois, à une personne qui se lance demain, qui ouvre son concept, que ça soit du burger ou pas, que toi tu as appris dans la restauration d'une part, mais aussi sur le côté entrepreneurial? Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure là, sur le côté se faire accompagner, tout ça. C'est de croire en son instinct et vraiment de lui faire confiance parce qu'il donne beaucoup de bonnes réponses. Et en fait, dès lors que tu cherches une réponse ailleurs et que quelqu'un essaye de te l'amener, souvent, malheureusement, c'est pas juste. C'est pas juste parce que ça colle pas à l'ADN de la marque. Et ouais, pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. Et après, sur le côté plus restauration, il y en a plein. Il y en a plein. Mais c'est, ouais, je dirais la persévérance et la maîtrise. C'est un métier qui est pas simple. On traverse des crises qui sont pas neutres. Hein. Là, on s'est quand même pris un petit Covid. Depuis 2020, on enchaîne. Ouais. Depuis 2020, c'est quand même assez fou ce qui se passe, quoi. Et donc, ouais, il faut y croire toujours dans ce qu'on fait et maîtriser. Enfin, on revient toujours sur cette maîtrise de la qualité des process, etc. C'est vrai qu'on peut être très vite tenté par une croissance hyper rapide
Parce que c'est un peu le monde qui veut ça aujourd'hui, où on laisse plus le temps au temps, quoi. Et on voit des startups qui explosent du jour au lendemain, qui font des levées de fonds de 100 millions, etc. Et on se dit, putain, moi aussi, je vais aller dans cette course-là. Mais voilà, en fait, une croissance, ça se maîtrise. Et puis j'ai envie de dire, les temps ont changé, enfin, surtout dans le métier de la restauration. C'est sûr quand on voit des marques comme McDo, etc., qui ont fait des hyper-croissances à leur début, le marché, c'était pas le même. Il n'y avait personne, quoi. Il y avait personne. Ouais. Donc, c'était un marché où il y avait tout à faire, où, j'ai envie de dire, c'était plus simple de s'implanter, d'avoir sa clientèle, parce qu'on était tout seul. Les locaux immobiliers, ils étaient là. Et la demande était là, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a un boom énorme des nouvelles marques. C'est que nous, on est une génération, toi aussi, où on a subi, quand on était jeunes, le fait qu'il y ait très peu de marques qui nous servaient de beaucoup de merde. À un moment, on s'est dit, mais c'est relou. C'est relou de manger tout le temps la même chose, des trucs surgelés, des trucs machin. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a une génération là, qui s'est dit on va faire exploser tout ça, et que du coup, on se retrouve avec un marché où il y a énormément de concepts. Et Internet aussi a fait que ça a explosé. Et les émissions de télé, la bouffe, on en parle partout, quoi. C'est vrai. Top Chef, tout ça, mais la restauration, c'est pas Top Chef. Ouais. Ça aussi, c'est un conseil que je peux donner, c'est que ne prends pas exemple sur Top Chef pour te lancer dans la restauration. Parce que tu n'as pas 2 heures pour préparer un plat. C'est mort. Ouais. T'en fais 30, t'en fais 300 en 2 heures, quoi. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, je sais plus pourquoi je suis arrivé là. Et... Non, mais en vrai, il y a un truc, ce que tu disais, c'est vrai, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de concepts, mais aussi, je pense, parce que la restauration, tu sais, il y a le go-to-market, il est accessible, entre guillemets, pour se lancer, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes, tu rentres dans une rue, en tout cas à Paris, il y a 50 concepts, donc c'est dur tout ce que tu as dit, c'est dur, je trouve, de maintenir une qualité d'offre, des prix attractifs, et en même temps de faire venir les gens chez toi, parce que du coup, je peux aller chez toi, mais je peux aller autre part. Et je trouve que c'est tout ce truc-là qui peut être compliqué à maintenir. Mais c'est vrai que vous, c'est assez fou la croissance que vous avez. Et en fait, c'était une question que je voulais te poser au tout début, c'est que quand vous étiez allé, là on revient sur les bancs de l'école et tout avec Louis, mais vous aviez envie de monter ce concept-là parce que vous en aviez marre de manger justement du fast-food. Par contre, est-ce que dès le début, vous étiez dit on va quand même construire un truc qui va être le plus gros possible, ou c'était juste un peu un délire de potes de se dire on en aura un et on sera content? Je dirais oui et non. Évidemment, tu l'as au fond de toi, cette envie de monter quelque chose qui grandit, ça c'est clair. Mais la volonté vraiment initiale, moi, c'était, en tout cas pour moi, et peut-être que Louis la partage, je sais pas, mais c'était d'avoir mon indépendance. De créer mon truc et d'être indépendant. Pour moi, c'était vraiment l'objectif premier. D'être libre de mes actes, de ce que je fais. Ok, je fais une connerie, mais c'est pas grave, je l'assume, c'est mon problème. Et de faire les choses comme je l'entendais, et aller à la vitesse que j'avais envie d'aller. Parce que j'avais une énergie de ouf en sortant d'école et tout. Enfin, ouais, j'étais étudiant et tout. Une énergie de dingue à cet âge-là. Et voilà, moi, c'était vraiment ça, le truc premier, c'était d'avoir une liberté au maximum, même si on n'est jamais totalement libre, parce qu'il y a des horaires, etc., à respecter. Mais c'était vraiment ça. Mais oui, évidemment, derrière, on avait toujours dans un coin de la tête de challenger McDo, quoi. C'est un rêve, tu vois. Et c'est vrai que c'est marrant parce que t'en parles beaucoup de McDo, tu le prends vraiment comme un peu le boss de fin, en gros, dans le jeu. Ouais, disons que c'est... Nous, notre rêve, c'est de changer la restauration. De vraiment faire que la bio soit un maximum répandue dans cet univers-là. Et de changer l'image de la bio aussi via le produit. Donc, il y a vraiment 2 objectifs. C'est à la fois faire manger du bio un maximum via un super produit, et de changer l'imaginaire. Et en fait, si je veux changer les choses, heureusement ou malheureusement, il faut que BioBurger grandisse et qu'il puisse bien sûr
Voilà, faut qu'on puisse augmenter à fond le nombre de clients tous les jours pour modifier un peu le paysage de la consommation, en fait. Et donc, en fait, c'est une ambition qui est un peu contrainte par un rêve où on veut juste changer les choses. Et moi, ça reste mon truc premier. C'est trop bien. C'est de modifier tout ça. On me dit, mais ça a été traité avec des pesticides et tout, ça part dans nos rivières, c'est dégueu. Il y a des algues vertes en Bretagne parce que les cochons sont élevés à l'arrache dans des hangars bref. Je me dis que ça n'a pas de sens. C'est pas une question politique ou quoi, c'est juste que ce n'est pas logique, ce n'est pas naturel. La nature ne s'est pas créée comme ça. Nous, humains, on est arrivés, on a cru qu'on allait dire à la nature comment faire. Bah non. En fait, c'est à nous de s'adapter à la nature parce qu'elle est 100 fois plus intelligente que nous. On est minuscule. Quand on regarde la Terre, comment elle fonctionne, c'est de la folie. C'est de l'horlogerie suisse, le bordel. Chaque truc Bien sûr. a une importance. Et nous, on pense qu'on peut modifier ça. Bah non. Non, faut qu'on s'adapte à cette nature. Et pour moi, l'agriculture bio aujourd'hui est quand même l'agriculture qui respecte au maximum le cycle de la nature. Et voilà, pour moi, ça a du sens. Et j'aime bien les choses quand elles sont logiques. Bien sûr. Enfin, ça a toujours été mon truc. C'est aussi pour ça que je n'aimais pas l'école, parce que je ne m'y retrouvais pas dans la logique. Et moi, il faut que c'est une logique. Alors, est-ce que ma logique est la bonne ? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Pour certains, j'ai peut-être raison. Pour d'autres, je me trompe. Mais c'est ma vision, en tout cas. Et est-ce que tu arrives... bon, là, tu parlais d'un commentaire sur le truc de Bobo de gauche et tout, mais est-ce que tu arrives, par contre, à toi, justement, ce qui anime encore plus ton sens, à le ressentir chez tes clients, où tu vois que, finalement, ta vision, elle a un impact, parce que, oui, tu peux le voir tous les jours, je dis n'importe quoi, tu as peut-être 300 personnes qui viennent manger, mais on te le fait ressentir que, je sais pas, il y a des gens qui ont changé leur mode de consommation, qui consomment différemment, parce que, du coup, eux aussi, ça a créé un sens chez eux. Est-ce que tu arrives à le mesurer aujourd'hui, toi ? Non. Franchement, non. Je mesure très peu, trop peu. Et parfois, ça arrive. Là, par exemple, Louis, il a fait un post là, sur LinkedIn qui a pas mal marché et suscité beaucoup de commentaires. Et là, du coup, tu reçois quand même beaucoup d'avis et tu vois que tu as un impact. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Mais après, non, pas trop, parce que moi, je regarde pas trop, en fait, généralement, les commentaires et tout, parce que j'aime pas tout ce qui est négatif et ça me touche énormément. Et j'ai du mal, enfin, disons que s'il y a 10 commentaires positifs et un négatif, oui, tu vas te faire que je vais regarder que le négatif et c'est lui qui va me miner. Et même, tu vois, 13 ans après, j'ai encore du mal à prendre du recul là-dessus. Quand même un peu mieux qu'au début, mais j'ai du mal. Et du coup, non, j'ai du mal. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à mesurer l'impact que je peux avoir sur certaines personnes. Et en fait, je suis preneur de retours divers et variés là-dessus, parce que ça fait toujours du bien. Puis, on a fait des levées de fonds citoyennes sur l'ITA, etc. Donc, en fait, les gens, ils investissent chez nous. Ah, ok, intéressant. C'est-à-dire que c'est la levée de fonds que vous aviez fait, c'est des clients, entre guillemets, qui ont investi. Ouais. Ok, trop bien. Enfin, pas toutes. Ouais. La dernière dont tu as parlé, c'était via... c'est pas vraiment un fonds, mais c'est un gros LITA, quoi. C'est un peu la même chose, mais avec des gens qui ont des tickets plus élevés que sur l'ITA. Mais ouais, l'ITA, c'est des proches, c'est des clients, etc., et qui peuvent mettre chez nous. Et c'est sûr que, en fait, je sais pas aujourd'hui combien il y a c'est des centaines de personnes qui ont mis, même peut-être des milliers maintenant, qui ont mis un peu d'argent chez nous. Donc, c'est qu'ils y croient, c'est qu'ils sont clients, c'est qu'ils kiffent la philosophie de la marque et ses produits aussi. Donc, ouais, c'est un moyen de mesurer, mais ça reste encore trop nébuleux pour moi et c'est pas facile. Ouais. Parfois, on regarde aussi les quantités de matières premières qu'on consomme, quoi. Ouais. Pour se dire, putain, c'est énorme, ça. On a fait, je sais pas, X tonnes de pommes de terre dans l'année, c'est cool, quoi. Ça fait toujours X tonnes de moins de pommes de terre conventionnelles qui ont été vendues grâce à nous. Donc ça aussi, ça permet de mesurer un impact. Trop bien. Là-dedans, quoi. Non, mais c'est trop cool. Je t'avais prévenu au début, tout passe assez vite, donc on va conclure. Je finis toujours un peu là-dessus, même si j'ai compris, il y avait croissance mesure et tout, mais
C'est quoi, en gros, là, vos projets avec Louis sur les 4-5 ans à venir? Où est-ce que tu vois BioBurger justement dans, allez, on va dire 5 ans à peu près, et on va pouvoir conclure là-dessus. Ouais. Du coup, en termes, j'ai envie de dire, purement chiffres, si on peut en donner, c'est de continuer avec une croissance de entre 3 et 5 restos par an pour continuer sur une croissance mesurée. C'est faire évoluer notre carte, toujours un maximum. Nous, on fait pas que du bœuf, on fait des burgers végés, on fait des burgers au poulet, on fait des burgers au porc, etc. Et c'est d'avoir aussi un équilibre énorme au niveau des protéines qu'on propose aux clients. Parce que ça aussi, ça fait partie de notre philosophie. Nous, souvent, on peut nous critiquer sur « oui, vous faites du bio, mais vous faites du bœuf ». Ça a beaucoup d'impact, ce qui n'est pas faux. Mais le bœuf a aussi des impacts positifs. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Nous, on aime chercher des équilibres. Donc, il faut en garder dans notre mix produit, mais il faut faire évoluer aussi le mix produit des autres protéines. Et le VG, aujourd'hui, ça représente quasiment 20%, je crois, de nos ventes. Donc, c'est énorme. Ah oui, c'est beaucoup, ouais. Et il y a encore une croissance à aller chercher dessus, sur le poulet, sur même d'autres protéines auxquelles on n'a pas encore pensé, pour trouver un équilibre et pas juste pomper sur une seule matière première, parce que ça déséquilibre le marché. Je prends l'exemple, même si nous, on n'en fait pas aujourd'hui du poisson, mais ça peut être une idée de développement d'ailleurs. Dans la pêche, aujourd'hui, on consomme 5 poissons. Alors que, je sais plus, il y a des milliers de poissons comestibles, on en consomme 5. On les sature, le saumon, le thon, le machin. Et non, en fait, on ne peut pas saturer, ça n'a pas de sens. Il faut trouver un équilibre sur ce que nous offre la Terre et ce qu'il faut nous manger. Et donc voilà, c'est essayer d'explorer un peu tous ces sentiers pour faire évoluer la carte. Et aussi réfléchir à toujours avoir un impact le plus positif possible sur notre société. On a encore plein de choses à faire pour diminuer notre impact. Oui, bien sûr. Tout simplement, on ne sera jamais à zéro. C'est impossible. Ou alors, il faut vraiment croire... en 2024, c'est compliqué. Ouais. Et je ne sais pas, dès lors qu'il y a une production, une consommation, si tu peux avoir un impact zéro, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas suffisamment scientifique pour savoir le démontrer, mais j'ai du mal à y croire en tout cas. Mais en tout cas, le réduire au maximum. Et donc voilà, il faut travailler. Est-ce qu'un jour, la flotte des camions sera électrique, ce genre de choses, j'en sais rien. En tout cas, c'est des choses que vous prenez en considération. Si demain ça existe, c'est des possibilités pour vous en tout cas. Bien sûr, enfin, dès lors que c'est gérable financièrement aussi. Bien sûr. Parce qu'il faut être pragmatique. On ne peut pas tout bien faire d'un seul coup, c'est impossible. Sinon, tu as des coûts qui explosent. En fait, c'est pas tenable au niveau du business model. Mais on dit toujours, nous avec Louis, c'est un pas économique égale un pas écologique. Donc, plus on progresse au niveau de l'économie, plus on essaye de faire quelque chose en face au niveau écologique et sociétal. Donc ça, c'est des croissances autres que la pure économie. Parce que la pure économie, nous, c'est un moyen. En fait, c'est pas un objectif. C'est un moyen de faire les choses le mieux possible et de toujours pareil, d'arriver à notre objectif, d'un rêve dont je parlais tout à l'heure, d'un monde différent, d'un monde meilleur, où on se libère un peu du conditionnement qui existe, avec le conventionnel, le coca, tout ça. Trop bien. Il faut en sortir. Trop bien. Et l'international, c'est une possibilité. J'entends en Belgique, Suisse et tout, pas forcément partir aux États-Unis. Mais... Ouais, pas du tout. Pas du tout. Et là-dessus, on est assez, pour l'instant, assez ferme. Parce que le marché français ouvre déjà des perspectives assez énormes de développement. Aujourd'hui, le burger, c'est entre 10 et 15 milliards de chiffre d'affaires. On a 80% ou 90% qui sont pris par McDo, BK et Quick, quoi. Mais enfin, bref, il y a un marché qui est énorme. Et nous, en fait, si on s'ouvre à l'international, ça veut dire recréer toute une logistique dans un nouveau pays. Parce que l'idée, c'est pas d'importer des produits en France dans un autre pays. Ça n'a pas de sens. On sort de nos valeurs et de notre ADN. Donc, en fait, il faut tout reconstruire. Enfin, tout. Non, mais une partie de notre identité, il faut la reconstruire. Puis, il faut aussi reconstruire les recettes, parce que ce qui plaît en France ne plaît pas forcément en Allemagne, etc. Et ces McDo, ils sont très forts là-dessus. C'est qu'ils s'adaptent tout le temps au pays où ils vont.
Et je pense que c'est une des clés de leur réussite à l'international, d'ailleurs. Donc, en fait, il faut tout refaire. Enfin, une grosse partie. Donc, en fait, ce jour-là, je dis pas qu'il arrivera jamais, mais à moyen terme, je pense pas que ça soit une option. Ça arrivera qu'on sera peut-être plus gros et que on aura une force de frappe pour aller dans un nouveau pays et se dire, tiens, on y va. Et là, on ouvre d'un coup X resto. Parce qu'on peut pas juste arriver à en ouvrir un, recréer toute une chaîne logistique, etc. Ça n'a pas de sens. Tu vas devoir repasser finalement par les mêmes process que les 4 ans en France où vous allez devoir tout rebencher, sourcer et calibrer en gros pour que ça marche dans l'autre pays. Bon, donc, au niveau process, je pense pas, mais c'est plus au niveau sourcing. Il y a vraiment tout à faire. Au niveau recette, il y aura des choses à faire. Et voilà, pour qu'une nouvelle centrale soit viable, faut au moins ouvrir une petite dizaine de restos dans un espace-temps assez court pour que voilà, tout cet ensemble soit pérenne économiquement, quoi. Et en plus, avant juste qu'on finisse, c'est que peut-être je dis une bêtise, mais même si en France, le sourcing est compliqué, je pense qu'on fait partie peut-être des pays qui ont quand même commencé à prendre ce virage bio. Donc j'imagine que peut-être dans d'autres pays, c'est encore moins le cas, donc le sourcing serait encore plus compliqué parce que l'agriculture biologique peut-être n'aurait pas pris autant le virage. Après, je dis ça, franchement, c'est vraiment du feeling parce que je sais pas trop comment ça fonctionne dans les autres pays. Je sais pas non plus, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Après, je pense qu'en Europe, on est quand même assez avancé. Donc en Allemagne, ils sont quand même assez bio, etc. Je pense qu'il doit y avoir un sourcing qui est assez intéressant. Peut-être meilleur qu'en France, d'ailleurs. Mais je dirais, c'est plus si on sort vraiment des frontières. Genre aux États-Unis, par exemple. Ouais, aux États-Unis, il y en a, hein. Mais les États-Unis, c'est encore différent. C'est que eux, ils sont allés tellement loin sur le côté OGM et tout, que, en fait, eux, ils ont même créé une autre agriculture entre les deux. Entre la bio et le OGM énorme. C'est le all natural, quoi. C'est ce que fait Shake Shack, quoi. Là-bas, et c'est un peu un entre-deux, quoi. C'est pas bio, mais c'est pas un truc plus piqué aux hormones, c'est un peu un entre-deux. Mais c'est assez extrémiste. Mais je pense que, je sais pas. J'ai pas la question, j'ai pas la réponse. Mais quand on y était allé, on s'était fait un burger trip là-bas, là. On avait quand même trouvé pas mal de produits bio, malgré tout, dans la GMS, là-bas. Donc il y avait l'air quand même malgré tout d'avoir quelque chose. Parce que je pense qu'il y a une frange de la population assez... Oui, dans les villes, genre New York et tout, à mon avis, quand même, ils se mettent à... San Francisco et tout, il y a quand même une frange de la population qui est assez... qui commence à se tourner vers ça, en tout cas. Ouais. C'est pas la masse, c'est sûr. Mais une petite partie, donc il doit y en avoir. Mais bon, c'est pas le sujet du moment pour vous. Non, écoute, franchement, c'était hyper cool. J'ai adoré avoir ta vision des choses, de comment tu voyais aussi la restauration. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, il y a un truc qui est en fil rouge sur tout le podcast, c'est tu parles beaucoup de conviction et je pense que dans l'entrepreneuriat, des fois, c'est compliqué, tu vois, en fait, t'es indirectement ou directement remis en question sur plein de choses, etc. Et j'ai l'impression qu'avec lui, en tout cas, vous êtes toujours dit, mais on suivra quoi qu'il arrive notre ligne directrice. Donc hyper, je trouve inspirant comme conseil pour les gens en plus qui pourraient nous écouter. Donc j'ai plus qu'à te remercier d'avoir pris le temps. Je sais que tu avais un emploi du temps en plus bien chargé, donc c'était très, très très cool. Et on te souhaite un très gros développement, mesuré comme tu l'as dit tout le podcast, mais j'espère qu'en tout cas tu pourras atteindre le rêve que vous avez depuis le début, de changer les choses. Et merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Aurélien. Bonne journée. Bonne journée. Ciao.